vous l'attendez depuis 14h. Il est à présent dans nos studios. Bonjour Amir. Bonjour Steve, comment ça va ? Ça va, ravi d'être avec vous cet après-midi sur Radio J. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez vu l'accueil en arrivant, j'imagine. Merci beaucoup également à Dalia Fielkaïm d'être avec nous. Bonjour à vous Dalia. Bonjour Steve. Merci tous les deux. Vous êtes l'avocate d'Amir depuis ses débuts et vous publiez tous les deux aux éditions Hors Collection ce livre, Une belle histoire d'Amir. Je le montre à la caméra pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live et sur YouTube tout à l'heure. Un retour sur votre vie, Amir, et sur votre début de carrière. C'est truffé d'anecdotes, de confidences, puis beaucoup de belles photos inédites. Amir, vous avez 37 ans, on a le même âge. Pourquoi avoir décidé de raconter le début de votre vie et surtout le début de votre carrière à ce moment-là de votre vie et de votre existence? C'est la question qui revient toujours depuis que je parle de cette biographie. Et la réponse est simple. Enfin, en tout cas, pour moi, ça aussi, ça me paraissait étrange de parler de ma vie alors que je suis trop jeune pour ça, peut-être, et que ma carrière l'était aussi. Mais Dalia a eu un argument solide. Elle m'a tout de suite fait comprendre que le destin, l'histoire, le récit est tellement atypique, est tellement improbable et pourrait peut-être aussi être utile pour des gens qui se questionnent sur leur capacité d'aller au bout de leurs rêves, de pousser les destins, de bousculer même les avis contraires et d'essayer d'aller exaucer ce qui les rendra complets, ce qui les rendra heureux. Moi, je l'ai fait sans trop me poser de questions. Il s'agit d'abnégation et d'une très très grande volonté. J'étais dentiste à Tel Aviv jusqu'à mes 29 ans, ce qui paraît être quand même assez défini comme destin. Et des choses, la chance, les bons conseils, les bonnes rencontres et plein de petites choses qui me sont arrivées pendant cette période charnière m'ont transformé en un chanteur qui est heureux de vivre de sa carrière. Dalia a constaté tout ça parce qu'elle est très proche de moi et qu'elle connaît ma vie dans les moindres détails. Et elle m'a dit, franchement, ça pourrait vraiment servir à des gens de s'en inspirer. Alors, j'avais pas suffisamment de recul ni peut-être la prétention de me voir comme un modèle, mais elle a retranscrit ça dans une histoire et c'est ce qui rend tout ça en fait si atypique. Dalia, pourquoi vous avez cru à ce projet justement sur cette mise en récit de la vie de l'artiste Amir et de sa vie tout court? En fait, ce qu'on décrit dans cet ouvrage, dès l'introduction, c'est que j'ai toujours cru en lui, dès la première minute de notre rencontre. Printemps 2014. Printemps 2014. Un jour, il a débarqué dans mon bureau pour des problèmes purement administratifs, en fait, à la base. Et on s'est tout de suite très, très bien entendu. Et j'ai ressenti la volonté de réussite qui l'animait, avec cette envie de se surpasser pour percer dans la musique, alors que rien n'était évident. Enfin, il était allé à The Voice à l'époque. Et je pense que ce qui a vraiment guidé l'écriture de ce livre, c'est de voir à quel point il entreprenait tout pour réussir, alors que les portes ne s'ouvraient pas immédiatement. Et ensuite, il y a eu un enchaînement de circonstances, d'événements, de gens qui lui ont tendu la main, des choses qui se sont produites comme si elles étaient un petit peu écrites à l'avance et qui se sont emboîtées les unes dans les autres pour constituer un destin. Et moi, j'étais témoin de tout ça. J'étais aux premières loges, puisque j'étais là dans les moments de joie, mais aussi dans les moments difficiles. Et vous écrivez... Au sujet de cette rencontre, je le trouve intelligent, attentif, sympathique, oui, et doté d'une sincère gentillesse, oui, toutes ces qualités qu'il a toujours. Oui, il n'a pas changé. Alors il a évolué parce C'était que la question entre eux. C'est un garçon très 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 exigeant sur le plan professionnel, mais ça fait partie du grand professionnel de la chanson qu'il est. Donc il a un besoin de réactivité dans les échanges qui est peut-être encore accru par rapport au début. Il est plus professionnel qu'il ne l'était évidemment au départ, donc peut-être aussi plus exigeant, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est rester le même garçon avec les mêmes qualités humaines. Et ça c'est formidable. Et ça le public ne peut pas se tromper. Dalia aussi n'a pas changé depuis qu'elle est devenue auteure. Je suis toujours avocate. Dalia a parlé de destin, Amir. C'est une notion qui vous parle? Oui. Oui, en vérité, oui. Je pense que le destin, connaître la route qui nous est tracée, c'est important déjà, et c'est le cas en fait de chaque être humain. Je pense que chacun, qu'il en soit conscient ou pas, a quand même un chemin assez tracé. Le mien s'est vu faire prendre un virage assez radical. Je sais pas si c'était écrit d'avance, je sais pas si j'ai
pu contribuer, provoquer quelque chose pour que ça m'arrive. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des choses auxquelles on est prédestiné, et des choses auxquelles on est peut-être aussi prédestiné mais sans le savoir, et qui demandent quand même une forme d'impact ou d'un petit coup de pied de notre part. Je sais pas si je suis assez clair, parce que si. Est-ce que vous aviez cru à tout ça dès le départ? Est-ce que vous pensiez que les choses allaient s'écrire aussi vite, aussi bien? Alors c'est assez abstrait pour moi, parce que des rêves, j'en ai toujours eu, et je continue à en avoir d'ailleurs. Je pense que je suis très préoccupé par mes rêves et mes ambitions qui sont toujours immenses. Donc quelque part, oui, ça avait une forme dans ma tête. Il y avait quelque chose qui se dessinait, qui ressemblait plus ou moins à ce que j'ai la chance de vivre aujourd'hui. En revanche, est-ce que j'étais convaincu d'y arriver? Non, pas du tout. Et là est toute la magie, je pense. Justement, dans cette incertitude. Je suis pas d'accord. Pourquoi Parce qu'il était convaincu d'y arriver. D'ailleurs, on le dit dans le livre, il le dit aujourd'hui modestement. Alors évidemment, il était habité de doutes, comme tous les artistes. Mais il avait en lui cette foi en son potentiel et au fait d'y arriver au final. Et c'est cette certitude, en fait, je pense, qui a motivé l'écriture du livre. C'est pour ça que je me suis permis d'interrompre. T'as raison. C'est pas faux, en fait. Moi, je pense que la parole est créatrice. Alors, à tout moment, quand je dois m'exprimer sur mes ambitions, où est-ce que je me projette, oui, évidemment que je me bride pas et que je me laisse vraiment la liberté absolue de rêver grand. Mais je vais me coucher avec des doutes, c'est certain, parce qu'il faut être parfois réaliste. Et je pense que les doutes nous arment, en fait, de plus grandes capacités. On va creuser, chercher encore plus loin comment les contrer, parce que y aller sans y croire, en tout cas sans mener un combat, c'est assez perdu d'avance, je pense. Des rêves au réveil et des doutes au coucher. Oui, c'est la conjugaison des deux qui rythme ma journée, mais globalement, je pense que les doutes sont très très importants pour nous rendre encore plus solides et nous renforcer dans notre conviction et venir fort à essayer d'exaucer ses rêves. Dalia, Amir, j'aimerais vous faire partager maintenant le regard sur votre début de carrière d'un expert avisé en la personne de Frédéric Zetoun. Il vous a laissé un message juste avant l'émission. On l'écoute, il est au micro de Eva Soto. Un nouveau souffle dans la chanson populaire, des chansons d'amour, des chansons festives, dans la grande tradition de la chanson, mais avec des sons d'aujourd'hui. Et Amir, une des particularités d'Amir, c'est qu'Amir, c'est vraiment un chanteur fédérateur. Il rassemble toute la famille. C'est un Latin lover, vraiment. Les jeunes filles en fleurs s'y retrouvent, mais toute la famille aussi, parce que il est en même temps le gendre idéal. Il est très rassurant. Les thèmes de ses chansons ne tournent pas qu'autour de l'amour. Il y a l'amitié aussi, il y a la fraternité, il y a la solidarité. C'est vraiment la nouvelle figure solaire de la chanson traditionnelle française. Alors, quand on va sur son compte Instagram, les gens ne déposent que des cœurs, que des filles qui sont amoureuses de lui, etc. Est-ce qu'Amir, c'est un chanteur à midinette ? Non, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Effectivement, il y a un large public féminin. Les femmes ne s'y sont pas trompées. Il a un physique hautement avantageux et il est absolument charmant. Mais pour être allé le voir déjà en concert sur scène, toute la famille est là. C'est-à-dire que les enfants chantent ces chansons et les mamans sont rassurées de voir leur fille amoureuse de ce chanteur-là. C'est vraiment, je le répète, un chanteur fédérateur. Et puis le petit plus d'Amir dans sa musique, en tout cas, c'est d'avoir mis un petit zeste d'Orient au sein de ses compositions. C'est vraiment un pont aérien musical entre la vieille Europe et le Moyen-Orient. Dans toutes les chansons d'Amir, les compositions d'Amir, on les reconnaît aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une touche orientale, mais une touche orientale avec des sons d'aujourd'hui, oriental techno. Et c'est vraiment ce qui fait sa marque de fabrique. Amir, est-ce que votre plus grand succès, et on remercie une nouvelle fois Frédéric Zetoun et merci Frédéric, merci beaucoup pour ces mots. C'est d'avoir réussi à, comme le dit très bien Frédéric, à dépasser ce statut de Latin lover ou de beau gosse chantant bien. Vous êtes très au-delà de ça aujourd'hui. En fait, je me suis jamais vraiment vu dans cette case, pour tout vous dire. Je pense que si elle existe ou si chez certains c'est comme ça qu'on m'imagine, c'est assez malgré moi, parce que mon focus a toujours été sur ce que je vais dire dans mes chansons, à quoi vont ressembler mes compositions. J'ai 36 000 choses qui priment sur ma coiffure ou mes fringues. Et donc, je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un qui a dépassé ces choses, parce que simplement, elles n'ont jamais paru comme un obstacle pour moi, ou comme un avantage non plus. Après,
après, quand il dit que j'ai un large public féminin, je vais reprendre une phrase de Shlomo Artzi en Israël qui disait que il y a que les artistes qui ont du public féminin qui durent parce que les femmes sont très fidèles. Mais au-delà de ça, de savoir que mon public est composé de grandes familles qui viennent me voir de la grand-mère au petit-fils en passant par les chanteur oncles et les populaire, tantes. dit Frédéric. J'aime beaucoup ça. En tout cas, je remercie la vie de m'avoir offert cette typologie de public parce que ça ressemble au contexte dans lequel je me retrouve le plus à l'aise. Je suis un mec qui passe la majorité de son temps hors travail avec la famille, et la famille au sens large du terme. Donc savoir que même au boulot, je vais rencontrer des familles, c'est quelque chose qui m'apaise et qui me laisse dans mon élément, là où je suis le plus à l'aise. Ouais. On va partir maintenant, Dalia et Amir, en Israël. Nous attend notre correspondante permanente à Jérusalem, Pascal Zonshine. Radio J. Israel will not allow Iran to get nuclear weapons. עושה שלום במרומיו. ייתנו, יקבלו. לא ייתנו, לא יקבלו. החיסון גם ישמור על הבריאות שלכם. Radio J. Le direct de Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Je ne vous présente pas Dalia et Amir, que vous connaissez certainement. Pascal, on fait le point avec vous sur quelque chose d'un peu plus sérieux, en tout cas un peu plus dur dans cette actualité du jour, le variant Omicron en Israël. Combien de cas de contamination sont officiellement recensés dans le pays ? Pour l'instant, on en est toujours à 2 cas avérés depuis la fin de la semaine dernière, mais le nombre de cas suspects est passé de 15 hier à 34 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'agit de cas positifs au Covid-19, mais dont le séquençage du virus dont ils sont atteints est encore en cours d'examen afin d'établir si oui ou non ils relèvent du variant Omicron. Et donc parallèlement, évidemment, l'enquête épidémiologique est de première importance, puisque on est toujours en train évidemment de tenter de freiner la progression possible du variant Omicron à l'intérieur d'Israël. Un mot Pascal sur la remise en place du programme de tracking du Shin Bet des personnes isolées. Alors, ce programme qui a donc été approuvé par le gouvernement, mais évidemment, étant donné qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle, elle doit faire l'objet d'une loi, et ça a été discuté ce matin en commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, dont ce sera d'ailleurs la compétence d'intervenir sur la mise en œuvre de ce bornage des téléphones cellulaires. Il est clair pour tout le monde qu'il s'agit non seulement évidemment d'une mesure exceptionnelle, qui sera limitée dans le temps, mais aussi dans son ampleur, c'est-à-dire que clairement, si le virus se propage au-delà d'un certain seuil, ces écoutes ou ce traçage des téléphones n'aura plus d'utilité, donc de façon aussi à limiter au maximum la question de l'atteinte aux libertés individuelles. Merci beaucoup Pascal Zonshine, on vous retrouvera demain pour un nouveau direct de Jérusalem. En attendant, bon après-midi à vous. À demain, Pascal. Radio J, le grand journal, 14h, 15h, Steve Nadjar. Amir, comment est-ce que vous partagez aujourd'hui votre temps entre Paris et Tel Aviv ? Disons que le Covid a beaucoup défini ma capacité à y aller. J'essayais d'y aller tous les mois, tous les 2 mois avant 2020. Et depuis la pandémie, je suis parvenu à partir 4 ou 5 fois seulement, ce qui est peu, mais bon, je m'en sors un peu mieux que mes copains qui se languissent de Tel Aviv, mais qui peuvent pas trop y aller. Vous avez une bonne partie de votre famille qui est là-bas ? Absolument, mais c'est la raison pour laquelle j'y vais et la raison pour laquelle je pense que j'ai le droit d'y aller aussi. Donc voilà. Alors, la dernière fois, c'était pour la pièce de théâtre avec Steve Suissa. On va en parler tout à l'heure, puisque Steve Suissa était avec nous il y a quelques jours dans ce studio, et on l'a interrogé évidemment sur cette pièce autour d'Alfred Nakache. Israël, c'est donc d'abord votre famille, et puis à commencer par votre épouse Lital. Un mot, Dalia, justement sur cette relation fusionnelle. Moi, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer il y a quelques années avec votre femme dans une voiture, après un concert, et on voyait que c'était absolument fusionnel, enfin dès la première seconde. Alors, je voudrais le regard de Dalia. C'était après Le Réservoir, Steve. Absolument. Qui était la première scène d'Almir, qui est donc un chapitre on a un chapitre qui est consacré à cet épisode du Réservoir, qui a été vraiment un tournant dans la suite des événements pour lui, et vous l'aviez interviewé juste après.
Et l'honnêteté, j'étais très admiratif et surpris de l'honnêteté de votre épouse après le concert. Un regard très très franc, très lucide et très, je dirais, encourageant, mais en même temps constructif aussi, sur la suite. Bien sûr, mais elle l'est toujours. Après un clip, après une scène, tout ce que j'ai la chance de faire devant elle reçoit après la liste des choses à préserver, des choses à modifier. Je la considère comme ma deuxième, voire ma première directrice artistique en vérité, parce qu'elle a un regard extrêmement lucide. C'est une chanteuse elle aussi, elle est très fine, elle a un très bon goût, donc elle m'aide. Et heureusement qu'elle est là. Vous confiez dans le livre la manière dont vous l'avez demandé en mariage dans un supermarché. Racontez-nous. Wow, c'était tout simplement parce que j'étais plus pressé de trouver la bonne idée que c'est original. De demander en mariage. Je savais que j'allais le faire un jour ou l'autre. Et la bonne idée, quand elle est arrivée, c'est allé très très vite. On a floqué des bouteilles de vin dans un supermarché, dans le rayon des vins. Sur toutes les bouteilles, il y avait écrit « Lital, veux-tu m'épouser ?» Et j'ai fait semblant en allant à un dîner qu'on allait partir les mains vides et que c'était plutôt honteux d'y aller comme ça. Donc, est-ce qu'on peut s'arrêter au supermarché du coin? Évidemment, tout était déjà mis en place. Il y avait les copains qui se sont cachés. Il y avait même un disque avec la voix de Lital ou qui me chante Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, qui était déjà entre les mains du directeur du supermarché. Elle est fan et puis c'était son premier cadeau d'anniversaire quand on venait de se rencontrer. Elle parlait pas français à l'époque. Du coup, on rentre dans ce supermarché. Moi, je prends un raccourci. Je la laisse faire son tour pour arriver au rayon des vins. Et quand elle voit les bouteilles, je me mets sur mon genou. Je la demande en mariage. La musique est lancée. Les copains débarquent et ça devient un truc orchestré. Heureusement que j'avais mes potes, heureusement qu'il y avait la coopération du supermarché, mais c'était assez stylé, quoi, je t'avoue. Il y avait quelques centaines de bouteilles. Elle était heureuse et moi j'étais fier. Radio J, 14h, 15h, le grand journal, Steve Nadjar. La troisième partie du Grand Journal à écouter sur l'application Radio Player France et à suivre en vidéo sur notre page Facebook Live. Un Grand Journal exceptionnel cet après-midi en compagnie d'Amir et de Dalia Arfi-El-Kaïm à l'occasion de la sortie de leur livre Une belle histoire d'Amir. Vous avez écouté tout à l'heure, Amir et Dalia, les infos. Comment l'actualité sanitaire et la crise sanitaire autour de la Covid-19 a perturbé, si j'ose dire, votre carrière et notamment la tournée que vous deviez mener? La tournée qu'on devait mener, initialement une tournée des Zéniths début 2021, a évidemment été reportée. Et quand je voyais mes copains artistes reporter régulièrement, j'ai choisi une date très 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 lointaine, me disant que au moins, j'espère en tout cas, on sera safe fin 2022. Mais ce temps qu'on n'a pas passé sur les scènes, je l'ai mis au service de l'écriture. Et j'ai réécrit une nouvelle page, une mise à jour, 8 nouvelles chansons pour mon album Ressources et pour essayer de rectifier en fait sa naissance un peu difficile dans un contexte où les magasins étaient fermés, où on pouvait pas aller le défendre sur scène, parce que le cheminement pour moi a toujours été très très logique, c'est album, promo, concert. Mais sans arriver au concert, en fait, on n'a pas fait de projet pour moi. Et je suis vraiment un homme de scène. C'est la raison pour laquelle maintenant il vient de ressortir et on est déjà en tournée, certes une petite tournée de retrouvailles pour le plaisir de casser un peu cette interdiction, de se donner la liberté de se revoir un peu, mais la tournée des Zéniths sera le vrai moment où on va pouvoir défendre Ressources, l'album donc, de la meilleure des manières, avec toutes les mises en scène les plus incroyables et folles que j'avais imaginées pour début 21. J'ai très hâte, je vous avoue, mais en ce moment je prends beaucoup de plaisir sur cette petite tournée, le chapitre 1 on l'appelle. Et la prochaine date c'est Lille. C'est Lille cette semaine, il y a Angers, il y a Saint-Gaudens, Grand-Champ, il y a des bleds un peu lointains, mais c'est parce qu'on a pris des petites salles et on refait un peu les mêmes endroits qu'on a fait sur ma toute première tournée. C'est vraiment un truc teint de nostalgie et d'une volonté vraiment de se retrouver avec le public le plus fervent. C'est des petits concerts, ça fait vraiment un truc très rock, tout le monde est debout, on saute, on danse, c'est merveilleux. Et voilà, ça va se dérouler jusqu'à la mi-décembre. Et après, je donnerai mon temps au théâtre pour ce grand projet là qui est en cours depuis cet été. Dalia, comment vous l'avez accompagné? Comment vous avez accompagné Amir ces 2 dernières années qui ont été des années difficiles pour tout le monde, mais en particulier pour les artistes? Oui, c'est comme pour tous les artistes en général. Ça a été une période très compliquée pour le spectacle vivant.
Et dans un premier temps, ça s'est combiné avec la pause qu'Amir s'était imposée à l'issue de la tournée Addict Tour. Ça s'était combiné avec l'arrivée de son enfant Michael, et aussi il avait été très fatigué parce qu'il avait eu une chute sur scène, et aussi la maison de disques a pour habitude aussi de faire stopper les artistes pour pas qu'ils s'épuisent entre 2 albums. Donc finalement, le début de la crise sanitaire, ça s'est plutôt bien combiné pour lui, parce que ça lui a permis de se ressourcer en famille. C'est pour ça que son album s'appelle Ressources. Et vers la fin, ça a été plus compliqué parce que l'album devait sortir, il devait enchaîner avec les scènes. Mais je pense que sur le plan familial, ça a été extrêmement intéressant pour lui, et ça lui a permis d'écrire de façon différente. C'est ce qu'on décrit d'ailleurs dans le livre. Je voudrais qu'on écoute maintenant et vous faire réagir à 5 tubes de votre carrière qui ont marqué le public, et vous allez nous dire à tour de rôle ou ensemble ce que vous en avez pensé, et puis on dira peut-être aussi un mot sur quelqu'un qui a compté pour vous, notamment sur le plan artistique, Nazim. Ouais, avec plaisir. J'ai cherché évidemment. C'est la chanson du début, c'est l'occasion de chanter devant toute l'Europe mon histoire, lui donner des ailes. Et Eurovision 2016, vous représentiez la France. Ouais. Et une chanson qu'on a écrite et composée avec Nazim, que tu viens d'évoquer, et Johan, que j'embrasse. Voilà, pour moi, ça a été très très symbolique de commencer avec une chanson qui raconte mon parcours, qui raconte le fait de croire en soi, de trouver un sens à son existence, et qu'elle devienne intéressante, que les gens l'adoptent, que les gens après la retranscrivent dans leur propre vie. Tout s'est merveilleusement bien passé autour de cette chanson et au-delà de nos espérances. Et je pense que c'est ce qui a pavé la route pour la suite des chansons de l'album, du premier album Au cœur de moi, et qui m'a fait éclore en tant qu'artiste. D'ailleurs, le fait qu'il représente la France à l'Eurovision en terminant 6e, ce qui est très rare pour la France à l'Eurovision, ça a été un coup de pouce formidable pour le début de sa carrière, au-delà évidemment du succès de The Voice. Ça a été un coup de pouce du destin, évidemment. On y revient. Il a fallu faire un choix à un moment donné. Il a fait le bon choix. Il a eu le courage de faire ce choix. Alors que son album était prêt à sortir et que ça faisait pas du tout partie de son plan de carrière. Il a accepté de relever le défi de l'Eurovision parce qu'il en avait une image très positive, et qu'en Israël, il avait, durant son enfance, suivi l'Eurovision, parce que dans le pays, c'est très populaire comme émission. C'est pas la même image. Deux victoires à la fin des années 70. Il a redoré le blason de l'Eurovision. Et comme on l'a écrit, je pense qu'il est parti en candidat et qu'il est revenu en star. On enchaîne. Qu'on a tous un ange, on dirait bien. Pareil, ça fait partie du même album, et là c'est typiquement une chanson de reconnaissance. J'étais dans cette dynamique d'écriture dans laquelle je parlais essentiellement de mon destin. Il n'y avait pas de chanson d'amour dans le premier album, il y avait des chansons où je dis merci aux gens qui m'ont permis d'en arriver là. En fait, je me projetais sur quelque chose parce que, évidemment, au moment de les écrire, j'étais encore personne. Mais je me suis dit, si jamais... Sauf pour votre femme. Et pour Dalia peut-être, mais si jamais tu perces, ces chansons auront du sens. J'étais moi-même dans une... Peut-être que je me projetais déjà dans tout ce qui allait en suivre, et je le remarque aujourd'hui avec du recul dans ces chansons qui sont carrément des chansons de quelqu'un qui a déjà fait un bout de chemin et qui remercie tous ceux qui ont été là. On dirait c'est la chanson de la consécration ou de la confirmation. On peut dire qu'en termes de... Oui, parce que le timing dans lequel elle est arrivée, juste après J'ai cherché, qui était un succès colossal, et très souvent on est attendu au tournant, parce que c'est là où on comprend si on est un artiste d'une chanson ou un artiste d'un album. Et après, évidemment, on va se poser la question sur le deuxième album, et ainsi de suite, et on est toujours attendu au tournant. Mais à ce moment-là de ma carrière, oui, il fallait sortir une chanson qui devienne un tube au moins aussi fort, et ça a été le cas d'On dirait, donc ça nous a tous beaucoup rassurés. On poursuit ce tour d'horizon avec ma préférée et celle de ma femme par la même occasion. Ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. J'ose pas l'interrompre. 2019, longtemps.
Merci. Une grande chanson d'amour. Oui, elle est sortie fin 2018 et en 2019 a été sacrée la chanson de l'année, ce qui m'a beaucoup ému, surtout de par son histoire, parce qu'on se parlait de Tel Aviv tout à l'heure. Moi, j'étais en vacances à Tel Aviv, je cherchais à revenir avec une chanson qui marquera un changement un peu, parce que j'avais l'habitude de venir avec des ups, des chansons très produites, comme l'a dit Frédéric Zetoun tout à l'heure, les sons modernes, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas la simplicité? D'autant plus que mes copains qui m'entendent chanter dans le salon avec une guitare à la main trouvent que c'est dommage que j'en fais pas assez des chansons comme ça. Et là, je suis à Tel Aviv, je rencontre un copain de longue date qui s'appelle Asaf Tsouria, qui a fait tous les tubes d'Omerada. Il me dit, je savais qu'un jour t'allais revenir vers moi et tu voudrais qu'on fasse un truc comme ça pour la France. Je lui dis, t'as trouvé. Et là, on va voir ces fonds de tiroir. On n'a même pas fait une nouvelle composition. Et dans ces fonds de tiroir, cette chanson jamais sortie, parmi bien d'autres, il a fallu sélectionner et elle m'a tout de suite conquis. Au départ, quand j'étais dans son studio, pour se projeter sur du français, j'avais inventé des mots, je parlais de cuisine, je parlais de voiture, je parlais juste pour avoir l'accent français sur cette mélodie. Et trouvant que ça fonctionne, j'ai dit ok, ce sera ma chanson d'amour. Je suis venu voir Nazim. Je lui ai dit, je suis un peu macho, j'ai trop d'ego pour dire que je me mettrais à genoux pour une femme, mais j'ai envie de le dire. Donc est-ce que tu peux m'aider? Et là, il a fait ce texte que je trouve extraordinaire et qui est devenu une de mes chansons principales. D'ailleurs, est-ce que vous attendiez que le Amir que vous connaissiez se lance dans ce genre de oui, chanson? Parce qu'il avait cette envie d'écrire une chanson qui touche le cœur des gens, de dépasser le succès qu'avait été J'ai cherché dans un registre totalement différent. Et le pari est réussi. Longtemps est une chanson qui va s'inscrire dans le patrimoine culturel français. Je pense que dans 30 ans, les gens se souviendront encore de cette chanson. Et ma femme, c'est sûr. Et ce qui est beau, c'est qu'elle fait l'ouverture des mariages, elle fait des valses pour des mariés au moment de... Voilà. Et c'est ça, c'est le rôle d'un chanteur, c'est d'apporter un petit peu de couleur dans la vie des gens. Et donc là, c'est mission accomplie à 100%. Merci. On écoute la suivante. Là, on est sur du récent. Carousel. Ouais. Un autre registre aussi musical. Oui, un autre registre musical avec une artiste que j'adore pour les différents styles musicaux qu'elle défend, qui me rappellent les miens en fait. Chansons françaises, teintées un peu d'Orient et de soleil. On a fait cette chanson avec Indila, bien sûr, que j'embrasse. On a fait cette chanson au début comme une chanson que je chante seule, quoi. Il n'y avait pas d'intention d'aller en faire un duo, mais de façon unanime, toutes les personnes avec lesquelles on a bossé sur le titre, je pense à Renaud Robillot, Jérémy Frérot, Nazim, on s'est retrouvés le lendemain pour la finir et on s'est dit, vous pensez pas que ce serait cool d'inviter Indila sur ce titre? Et comme on était tous du même avis, on a fait la démarche, et même si elle était en longue pause médiatique, pause réseaux sociaux, etc., elle a accepté de revenir sur ce titre qui par la suite a fait des vagues. Et ce que j'aime aujourd'hui, c'est de voir combien d'enfants me la chantent et la connaissent par cœur, parce que mine de rien, Carousel, c'est un manège finalement, et je pense que ça a ramené et fédéré les gosses autour de ce titre. Et voilà. On termine avec un autre très grand succès. Là, c'est l'ouverture à l'international, Amir. Alors je t'avoue, c'était pas la première fois, parce que j'ai déjà fait 2 chansons avec le groupe One Republic, un groupe du Colorado dont je suis très très fan, mais peut-être moins connu en France, mais qui m'a énormément inspiré. Et que j'ai d'ailleurs repris quand je faisais The Voice. Mais là, on parle de Sia carrément, une artiste avec laquelle rien ne prédisposait à faire un duo, sauf que je l'aimais beaucoup et qu'un jour sur une émission de télé, on me demande de chanter une chanson pour la journée de la femme, et je me lance sur un des titres de Sia qui s'appelle Unstoppable et qui est un vrai emblème dans ce registre. Ce que j'attendais pas du tout et je voyais pas venir, c'est qu'elle revienne vers moi sur les réseaux sociaux le lendemain en partageant la reprise et en me disant: est-ce que ça te dirait qu'on chante ensemble un jour? J'ai cru que c'était un rêve, mais en fait c'était complètement la réalité. Et moi qui craque pour elle depuis très longtemps, j'ai eu la chance qu'elle aussi apprécie ma musique, et c'en est devenu une chanson. C'était inattendu, mais ça prouve que la vie est pleine de surprises. Et là, ça fait plusieurs mois que ça tourne. On était candidat au Energy Music Awards comme collaboration de l'année. Voilà, il y a toujours des surprises et de beaux événements. Daniel, l'avenir, c'est l'ouverture à l'international sur d'autres marchés que celui israélien, bien sûr, mais peut-être ailleurs. Il a toutes les capacités pour ça. Il a les contacts pour ça. Il a le talent.
Et il a toujours eu de la chance jusqu'à présent, donc je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il fasse une carrière à l'international. Et bon, on l'espère avec vous. Je vous présente Alexandra Sining qui nous a rejoint. Bonjour Alexandra. Bonjour Steve, bonjour Vous Dalia. chroniquez pour bonjour nous tous les jours les réseaux sociaux, les grandes tendances du moment, notamment sur Twitter. Vous nous parlez habituellement des actualités politiques, culturelles et des buzz qui agitent la toile. Mais aujourd'hui, vous nous avez préparé une chronique un peu spéciale. Et oui, Steve, Amir est là sur Radio J, vous vous en doutez, j'ai pas pu m'empêcher d'aller faire un tour sur ses réseaux parce que oui, Amir, c'est des milliers de likes, des commentaires à foison et une communauté de fans particulièrement présente sur Instagram et Twitter, des comptes fans qui se comptent par dizaines, surtout féminins, je dois l'avouer. Votre fil Insta, c'est un torrent de messages positifs et je dois dire que ça fait du bien de voir ça sur les réseaux. Alors, le choix a été difficile, mais j'ai sélectionné 3 posts de votre compte Insta. Elle a beaucoup travaillé. Oui, des posts qui ont été très likés et qui ont le plus fait réagir vos fans. Et je commence avec cette série de photos que vous avez postée il y a quelques jours. Elle a fait plus de 32 000 likes. C'était au Energy Music Award, la cérémonie qui récompense chaque année les artistes musicaux. Une soirée durant laquelle vous avez livré une prestation bluffante, il faut le dire. Vous avez interprété One Plus One qu'on vient d'écouter, une chanson en duo avec la chanteuse australienne Sia. Et cette première photo de post Insta, donc c'est une photo avec une autre star de la chanson anglaise cette fois-ci, puisque vous posez aux côtés d'Ed Sheeran. Parmi les commentaires, les cœurs et les emojis mignons ont bien sûr explosé. Je vous lis quelques commentaires. J'attendais de voir ta photo avec Ed Sheeran. Vous êtes tellement beaux tous les deux. Je suis un peu jalouse. Encore un autre commentaire. C'était juste incroyable ta prestation hier soir. On est super fiers de toi. Ou encore la photo avec Ed Sheeran. Waouh, ta prestation était magistrale. Bref, voilà, Amir, une vague d'amour énorme qui vous est destinée. Et d'ailleurs, parmi les commentaires, j'en ai relevé un qui m'a pas mal étonnée, il faut le dire. C'est celui de Carla Bruni, qui elle aussi vous encourage. Elle a écrit, je cite, avec plein d'émojis flammes. Alors, je ne savais pas que la femme de l'ancien président de la République était elle aussi une de vos fans. Je sais pas, c'est une amie avant tout et on se la connaissez depuis longtemps mutuellement. Non, depuis les Enfoirés l'année dernière, donc ça fait 1 an, mais on s'est tout de suite rapprochés parce qu'on s'est apprécié artistiquement et surtout humainement. On a coécrit un titre dans la réédition de l'album Ressources et puis un duo est possible. On se fréquente. Devant le micro. Bien sûr, on a déjà chanté à 2 reprises à la télé. Une fois un titre d'Elton John et une autre fois c'était une chanson d'Edith Piaf. Mais voilà, les familles se sont rapprochées et c'est une femme extraordinaire qui malgré la petite différence d'âge est une vraie amie. Voilà. Alors, un autre post Insta, je suis tombée cette fois-ci sur une petite vidéo où vous redevenez dentiste le temps d'un instant. Un comeback, comme vous l'avez dit. Vous avez réalisé un moulage des dents de votre femme, le tout en poussant la chansonnette. Comme quoi, les dents, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas, visiblement. On écoute. Il a gardé le truc, C'est ce qu'on appelle un comeback. T'es prête? Oh là là. Elle est olympique, l'empreinte. Waouh, t'as jamais fait 6 ans d'études. Bravo. Alors, première question, déjà, comment va votre femme? Elle est au top. De toute façon, c'était juste une empreinte et elle a reçu la gouttière qui est à la bonne taille. Donc, ça veut dire que j'ai réussi mon taf. Vous n'avez pas perdu la main. Alors là, je dois dire que vos fans se sont bien marrés. Je lis quelques commentaires. Sympa les soirées avec Amir. Entre 2 verres de vin, tu sors le kit à empreinte. Ou encore, c'est le retour du dentiste. Je te préfère quand même en tant que chanteur. Désolé. Si vous n'aviez pas fait carrière dans la musique, quelle chanson vous auriez mis, par exemple, pendant une opération des dents de sagesse, Amir? Oh, très bonne question. Waouh. Attends, j'en ai une. Everybody hurts sometimes. Ça aurait bien détendu peut-être un peu l'atmosphère. Ouais. Et je termine avec un post publié il y a 2 mois, également très liké par votre communauté, et on comprend pourquoi, puisque c'est celui où vous révélez la couverture de votre livre autobiographique, une belle histoire d'Amir dont on a parlé tout à l'heure, que vous dédiez à votre public, et en légende, vous dites, je cite, « À vous, je vous dois tout, ce livre est donc pour vous une jolie surprise qui a provoqué une tempête de commentaires de fans conquis qui brûlaient d'impatience de vous lire. » Alors, je lis quelques messages. Un fan dit « Bravo Amir, hâte de me procurer ton magnifique livre. » Un autre écrit « J'ai déjà fait ma précommande, je veux du soleil, qui de mieux qu'Amir ?» Et enfin, je cite « Je sais déjà ce que je vais demander pour mon anniversaire. Merci Amir pour toutes ces surprises. Un livre disponible dès maintenant. » Merci Alexandra. Superbe chronique beaucoup. Alexandra, merci beaucoup. Beaucoup. Amir et Dalia, vous serez d'ailleurs à 17h en dédicace à la FNAC.
Fnac des Champs-Élysées. Oui, tout à l'heure. D'ailleurs, on va filer là pour se préparer. Et vous êtes donc très attendu sur les réseaux, on l'a lu tout à l'heure. C'est important aussi de prolonger d'une certaine manière le lien avec vos fans autrement à travers ce livre. Ben c'est ça, prolonger dans le temps, de toutes les façons, n'est pas une question qui se pose parce que je le trouve vital ce lien et je ferai tout pour continuer à les surprendre et à maintenir cette belle histoire. Mais prolonger au travers de projets variés, absolument. Et notamment le théâtre, on en a dit un mot tout à l'heure. Alors, parlez-nous de cette pièce sélectionnée de Steve Suissa. C'est votre première. C'est une pièce qui est une immense fierté pour moi, un très très grand honneur de pouvoir monter sur scène et raconter dans un seul en scène le destin d'Alfred Nakache. C'était le plus grand nageur de sa génération et à la fin des années 30, quand il battait tous les records, il raflait toutes les médailles, vient un de ses concurrents et décide de le dénoncer par jalousie aux nazis. Il va se retrouver donc à Auschwitz, il ira avec sa femme et sa fille de 3 ans. Il ne saura pas quel a été leur destin et il va se battre pour survivre à Auschwitz et pour garder l'espoir. Il va même parvenir en cachette à nager dans les bacs de rétention d'eau. Mais à son retour, il découvre qu'il est resté seul au monde. Et ce seront ses amis du club de natation qui l'ont attendu et qui l'aiment très très fort, qui vont le prendre sous leur aile. Et au départ, le renforcer moralement, puis l'entraîner et le refaire monter sur les podiums et redevenir champion du monde et redevenir champion de France et reparticiper aux Jeux Olympiques. Cette histoire qui est vraie de bout en bout est presque hollywoodienne par essence. Et quand Steve m'a proposé de faire mes premiers pas dans le théâtre, j'ai eu un peu peur. Quand il m'a raconté le destin d'Alfred Nakache, j'ai dit, quitte à prendre un risque, je préfère que ce soit celui-ci. Amir, écoutez ce qu'on a dit vendredi, il était avec nous, Steve Suissa. Comment il vous a justement sélectionné pour cette pièce ? Et en travaillant sur l'idée de savoir qui pouvait l'incarner, un matin j'ai eu un flash et je me suis dit que dans ses valeurs, dans son physique, dans son aptitude, il ressemblait à Amir. Et donc je suis allé vers Amir, qui a lu le texte, qui a été bouleversé. Et par rapport à ça, on a fait un énorme travail. Pendant des mois, on a travaillé sur le texte, on a travaillé sur le spectacle, sur les lumières, sur les sons, sur les musiques. Je l'ai fait entraîner par un très grand sportif pour qu'il ait la condition d'un nageur professionnel. Et la première représentation à Tel Aviv s'est passée avec une émotion très forte. Et voilà, et dans les prochains mois, si Dieu veut, ce sera à Paris. On va pouvoir la voir en France. En France et en province. Comment s'est passée cette première à Tel Aviv ? C'était extraordinaire. J'ose pas trop le dire, mais j'avais l'impression d'être encore plus apprécié que Amir le chanteur, quoi. C'était fou, les gens se sont levés pendant 10 minutes à la fin à applaudir. Je m'y attendais absolument pas, j'étais très très stressé parce que c'était la première fois et en même temps je savourais chaque instant. En tout cas, j'essayais cette sensation là où, contrairement à la musique, les gens sont attentifs, enfin, ce que je veux dire, non, ils sont attentifs aussi dans la musique, mais ils viennent pour chanter avec nous. Alors que là, ils doivent se concentrer pour suivre le cours de l'histoire, et quand il y a un silence, tout le monde est suspendu en même temps. C'est des sensations que je ne connaissais pas, et moi qui suis un homme de scène, après tout ce que j'ai pu vivre, ça, c'était nouveau quand même. Et j'ai été émerveillé, tout du long. Amir Dalia, Chaim Nissenbaum nous a rejoint. Bonjour Chaim. Bonjour. Vous nous racontez tous les mardis l'histoire du peuple juif. On parlait d'histoire à l'instant. Vous nous racontez, faites le point aujourd'hui sur évidemment en cette période de fête. Vous revenez sur l'histoire de Hanouka. Oui, alors une vieille histoire, hein, plus de 2200 ans, mais une histoire d'aujourd'hui en réalité. Alors on se trouve dans une situation que nous avons beaucoup connue et sans doute trop souvent, une armée, une puissance occupante qui se trouve sur le territoire d'Israël, qui ne s'appelle pas Israël, qui s'appelle la Judée en ce temps-là. Ce sont les héritiers d'Alexandre le Grand. Donc une immense armée, la grande puissance militaire du temps, et qui veut imposer sa manière de voir le monde, sa vision, sa culture, à un petit peuple juif, toujours têtu et toujours fidèle. Et puis voilà, un groupe d'hommes se soulève devant les exactions de l'occupant, la contrainte qu'ils veulent imposer d'adorer des idoles, en l'occurrence, son mépris pour les valeurs du judaïsme. Eh bien, un petit groupe d'hommes se soulève, on les appellera, c'est leur nom, les Hashmonaïm, en français les Asmonéens. Au plus fort de la bataille qui va commencer à ce moment-là, ils seront à peine quelques centaines, 300, d'après les témoins de l'époque. En face, il y a des dizaines de milliers d'hommes.
Alors c'est pas beaucoup aujourd'hui, mais pour les armées antiques, 30 000 ou 40 000 hommes, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Tant plus qu'il y a aussi des éléphants, comme si on lançait les blindés sur une troupe de paysans à peine armés. Et ils vont accepter le combat. Alors au début, ils vont recourir à ce qu'on appellera plus tard la guérilla. Ils l'ont peut-être inventé d'ailleurs. Ils attaquent les arrière-gardes, les convois d'approvisionnement, etc. Et finalement, l'occupant, on dit toujours les Grecs, parfois on dit les Syriens, l'un et l'autre sont faux, bien sûr. Ils sont pas grecs, ils sont de culture grecque en revanche. Le Talmud les appelle les Grecs. Ils ne sont pas du tout syriens. La capitale est à Damas, ce qui leur a valu le titre de Syriens. C'est en fait les héritiers, comme on l'a dit, d'Alexandre le Grand, qui était un Macédonien, comme chacun sait. Eh bien, donc, ils les poursuivent. Les Grecs ne tiennent encore les grandes villes, ils tiennent Jérusalem, mais ils ne tiennent plus les campagnes. Ils décident de mettre fin à cette révolte. Que font-ils ? Eh bien, d'abord, leur empereur, Antiochus, 4e du nom, fait poursuivre les Juifs restés fidèles et qui se sont réfugiés dans les petits villages, dans les montagnes. Il pense qu'il va les contraindre, il va anéantir ce début de rébellion. C'est le contraire qui se produit, bien sûr. Et donc, il dépêche successivement 4 de ses généraux accompagnés d'armées de puissance croissante. À chaque fois, des embuscades, la guérilla qui se multiplie, les Grecs sont obligés de battre en retraite, jusqu'au dernier. Dernier moment, cette fois-ci Antiochus est vraiment furieux. Alors il appelle son meilleur général, un homme du nom de Gorgias, on en a gardé la mémoire. Avec lui, 40 000 fantassins, armés, et des corps d'éléphants. Il déferle sur la Judée, 300 hommes en face, des gens qui ne sont pas des soldats aguerris, qui sont de simples citoyens, comme on dirait aujourd'hui, qui ont pris les armes. Et cette fois-ci, ils savent qu'il ne sera pas possible de tendre un piège. L'armée en face est trop nombreuse. Alors ils acceptent le combat. Ils descendent de la montagne, au cri de ce qui deviendra la devise des Asmonéens. Mi kamocha bakelim Hashem, qui est parmi les grands comme toi, ô Dieu. Ce qui donnera Maccabi, Maccabée en français, et le nom d'un certain nombre de clubs sportifs. Et puis voilà, c'est là que tout commence en réalité, ou que tout se termine. Ils descendent de leur montagne au cri qu'on vient de dire, et pour une raison totalement inconnue jusqu'à aujourd'hui, les armées grecques sont très impressionnées, sont frappées de terreur et battent en retraite. Les Hashmonaïm, leurs partisans, savent exploiter la victoire. Ils ne les abandonnent pas, les poursuivent, et peu à peu, de ville en ville, les chassent de Judée. Ils vont libérer Jérusalem, libérer et purifier le temple souillé, le centre même du judaïsme. Et ils veulent rallumer le chandelier à 7 branches. Le fameux chandelier à 7 branches, la menorah, qui n'a rien à voir avec un instrument d'éclairage ni un ornement. Le chandelier à 7 branches qui est un témoignage. Le témoignage que la présence divine réside au cœur d'Israël. Il n'y a pas d'huile, elle a été volontairement souillée par les Grecs avant leur départ, et il faut 8 jours pour en préparer une nouvelle, mais miraculeusement ils trouvent une petite jarre qui contient de quoi alimenter la menorah pendant une seule journée. On la mettra le jour de la victoire, on la mettra dans les godets du chandelier, on allume, et cette huile qui devait se terminer au bout de 24 heures va brûler 8 jours, le temps d'en préparer une nouvelle. Alors depuis lors, nous ne célébrons pas la victoire militaire, même si on la rappelle bien sûr, et même si nous en connaissons la réalité. Nous célébrons la lumière, la victoire de la lumière, la victoire de l'obscurité, la victoire de la lumière, de la liberté sur l'obscurité, sur les forces de la nuit. C'est un petit peu cela. Eh bien, Hanouka, c'est comme ça que nous le vivons, et tous les soirs. Nous allumons donc dans la période cette menorah dans nos maisons pour nous souvenir que finalement, même au plus fort de la nuit, il y a toujours une place pour l'espérance et pour la victoire de cette espérance, pour la lumière que nous incarnons tous. Merci beaucoup, Chaim Nissembaum, et bonne fête. Merci beaucoup, Amir, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Steve. Dalia Felkem, d'avoir été avec nous tout au long de ce début d'après-midi. Je rappelle le titre de votre livre écrit à 4 mains, publié aux éditions Hors Collection, Une belle histoire d'Amir. Il sera dédicacé donc dans 2 heures maintenant, à la Fnac des Champs-Élysées, et on va se quitter avec un de vos derniers titres, Ma Lumière justement, un beau cadeau pour votre petit garçon, Michael, c'est ça ? Pour Hanouka aussi. Voilà. Merci à vous et à très bientôt sur Radio J.